Bonjour chers frères congolais et africains, je viens vous présenter ces reportages agriculture qui est axé essentiellement sur la culture. Nous voulons explorer au mieux ce grand univers qui est la culture, dans le but d'évaluer notre capital culturel, mais aussi notre capital identitaire, vestimentaire, gastronomique, linguistique et autres. Bref, notre vision du monde. Comme le pensent la plupart d'entre nous, la musique congolaise n'est pas la culture congolaise, ni la musique africaine n'est pas la culture africaine. Par contre, la musique fait partie de la culture. Comme le disait Sankara, je cite, « La culture fait corps avec une société, en ce sens qu'il n'y a pas de sociétés humaines sans culture et des cultures sans correspondance avec une société. » Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette première étape de notre reportage agriculture que je vous propose de suivre. Et la question qui est posée à tous, mais à vous bien évidemment, qu'attendez-vous par culture? Suivez. Pour moi, la culture, c'est la nourriture. Ouais, voilà, c'est vastement, c'est le avec les caractéristiques. Lorsqu'il s'agit par contre... La première des choses que le mot culture me renvoie, c'est celle d'une identité d'un peuple. C'est, je dirais un peu, c'est la fenêtre à partir de laquelle on peut voir un peuple, la fenêtre à partir de laquelle un peuple peut s'exprimer. vision de chacun. Pour moi, je pense que la culture, c'est comme un patrimoine que chacun a, le patrimoine d'un peuple, c'est ce qu'on partage, c'est ce qui nous définit, c'est ce qu'on est au fond de nous. La culture, c'est un ensemble de coutumes et de règles d'une société et de ses valeurs, de sa tradition et tout, et de ce qu'un enfant hérite de ses parents. Tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est, je dirais l'amour du pays. C'est-à-dire que pour moi, la culture, c'est avant tout ce qui fait de moi ce que je suis. Une forme d'identité, c'est très important de souligner ça. C'est vraiment une forme d'identité. Pour moi, le mot culture, c'est premièrement ce qui définit un peuple. C'est sa raison d'être. C'est son éducation. La culture, c'est varié, mais c'est l'identité propre à un peuple, en fait. Pour moi, la culture, c'est un ensemble qui définit une mode de vie, en fait, et qui peut être aussi défini comme un symbole d'appartenance à une communauté, par exemple, parce que c'est à travers la culture qu'on se reconnaît appartenir à telle ou telle communauté. Dans le mot culture, il y a culte, c'est-à-dire culte, la tradition qui lie l'individu, l'être humain, à adorer son créateur, voilà, Dieu. Donc culture, c'est quelque part une manière quand on est peuple, tu veux, d'être connecté avec leur vraie identité, leur raison, pourquoi ils sont là sur Terre. Moi, la culture me renvoie plus à l'âme d'un peuple. Aux valeurs primordiales, les valeurs telles que le partage, l'accueil, l'humilité, la grandeur d'âme. Qu'est-ce que je peux différencier de la culture africaine par rapport à la culture européenne? Il y a aussi les mythes et les contes. Il y a aussi l'histoire aussi qui est différente. Selon moi, la culture, c'est en quelque sorte une manière de voir le monde. Et selon sa culture, on n'aura pas la même approche des événements. Si on prend un exemple avec la mort, dans certaines cultures, c'est une occasion de réjouissance, de fête, tandis que dans d'autres cultures, c'est vraiment un moment de recueillement et de tristesse. Pour l'Africain, la mort est une anomalie. Une anomalie qui est due à la perturbation des 4 éléments. La maladie aussi est une anomalie pour l'Africain. Je dirais ici, il y a l'âme, il y a le sang, il y a l'ombre et il y a la perception.
Lorsque ces éléments ne sont pas bien ordonnés, ne fonctionnent pas comme il se doit, c'est là cause l'anomalie qu'on appelle la mort ou la maladie. Dans la culture africaine, vous aurez observé que la mort est interprétée différemment et reçue différemment lorsqu'il s'agit par contre là des différents âges concernant les décès. Lorsque nous sommes face à la mort d'un nouveau-né ou d'un bébé, l'Africain conçoit mal qu'un bébé ou un nouveau-né puisse mourir. C'est-à-dire qu'il y a eu fausse couche où l'enfant est arrivé au monde et il n'a pas su survivre dès son entrée sur la Terre. C'est déjà une anomalie parce que avant que nous ne venions sur Terre, de l'autre côté où nous étions, dans le ventre de la mère, le fœtus fait partie déjà de la communauté, fait partie déjà de la société, fait partie déjà de la famille. Et dès sa naissance, au moment de la réjouissance, la personne meurt. C'est-à-dire qu'il y a là une interprétation qui va au-delà pour comprendre la main invisible qui a causé cette anomalie. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas? Donc là, directement, on regarde l'entourage immédiat de la personne, du bébé. Donc la famille, les différentes familles parentales du côté paternel et maternel. Lorsqu'il y a mort ou décès d'une personne, mais qui est mort trop jeune, pour l'Africain, une personne jeune doit avoir la vivacité de l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui peut le conduire à la mort et qu'est-ce qui ne peut pas le conduire à la mort. Donc lorsqu'il y a mort d'une personne jeune, on déduit souvent qu'il y a eu non-respect des règles, non-respect de certains principes, non-respect de certaines lois. Ou il y a eu de mains invisibles qui ont agi pour empêcher cette personne d'atteindre peut-être sa destinée ou d'étendre vers ce qui était prévu pour lui. Ça, c'est souvent, ce n'est non seulement dû à l'entourage maintenant immédiat, mais c'est toute la société qui rentre. C'est-à-dire qu'il y a eu des amis, il y a eu d'autres personnes, même des personnes qui ne sont pas de votre culture ou d'autres peuples qui peuvent agir dans ce sens pour empêcher la personne d'aller dans ce sens. Et c'est là qu'on ressent plus de douleur, il y a plus de chagrin parce que la personne n'a pas atteint ce qui était sa destinée. Par contre, lorsqu'il y a mort d'une personne qui a vécu longtemps, qui meurt par exemple dans l'âge de 100 ans, 120 ans, 130 ans, pour l'Africain, c'est là qu'on remarque pendant la mort, il y a réjouissance. Il y a réjouissance, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui aurait vécu pendant 100 ans sur Terre et vu 4-5 générations de sa lignée vivante, a réussi quelque chose de merveilleux, a réussi à transmettre l'essentiel de la connaissance, dont le reste, il pourra le continuer lorsqu'il passera de l'autre côté. Là, il y a de la réjouissance parce qu'on estime que la personne a au moins accompli, et il y a un nombre exact, je pense, de fois où il a vu la lune. C'est-à-dire son esprit a réussi à croître dans des dimensions les plus élevées en étant vivant sur Terre. Ce qui fait que le bénéfice de cette élévation spirituelle sera utilisé dans le monde des vivants et dans la compréhension de tous, dont au bénéfice de toute la société. Là, il y a la réjouissance. La société estime qu'il y est arrivé. Donc voilà les différentes formes de la compréhension de la mort pour l'Africain. La culture est aussi quelque chose de... la culture, au fait, se retrouve un peu dans tout. Déjà dans ce qui est culinaire. Tout ce qui est les bons plats de chez nous, ça aussi c'est une culture, c'est une tradition, c'est des années derrière ces petits plats-là. Ce sont des années des personnes qui nous ont montré ce que c'était, que ces richesses, que ça fait partie des richesses de nos pays. Je dirais aussi un peu une identité morale aussi. Par exemple, chez nous en Afrique, il y a plus de considération qui est apportée aux personnes âgées et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est un peu relatif aux gens qui viennent de l'Afrique. Et bon, par contre, ici, arrivant à un certain âge, il y a plutôt les maisons de retraite. Alors que chez nous, nous n'avons pas cette appréciation de la vie pour les personnes âgées. Ici, on vit en France, par exemple. La France a sa culture. Ils ont leur culture gastronomique, leur culture linguistique, leur culture musicale, théâtrale, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin. C'est-à-dire que c'est ce qui définit un peuple, c'est par rapport à sa culture. Nous, on a notre culture, par exemple. Beaucoup de gens, quand on parle de la culture au niveau des Congolais, ils pensent qu'à la musique. Mais la culture, elle est variée. Ça peut être la culture artistique du Congo, par exemple. Nous, on fait un exemple de culture de chez nous. Il y a des gens, par exemple, au pays qui font des fois des statuettes. C'est partie de notre culture.
Vous avez aussi la culture spirituelle. Comme on dit, il y a Bakoko et ainsi de suite. Vous avez toutes ces choses-là. Vous avez la culture gastronomique. Quand les enfants ils mangent du pondou, des beignets, c'est partie de notre culture. C'est-à-dire que la culture, c'est ce qui nous définit. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que notre culture est archaïque et qu'on ne peut pas la faire évoluer, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la vie. C'est-à-dire que sans ta culture, tu n'es rien. Vous êtes quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si demain je me prends un Congolais, je lui donne une culture chinoise, on peut plus dire que c'est un Congolais. La culture, c'est ce qui vous définit. Votre langue et toutes ces choses-là. Je dirais que la culture est identitaire. Identitaire, c'est-à-dire que on retrouve l'ensemble d'une société, que ce soit intellectuelle, et philosophique, tout ce que vous voulez. Et donc, dans cet ensemble-là, on va retrouver un certain nombre de choses. Il y a la langue, il y a la façon de paraître, l'idéologie, les règles communes à cette société, et tout en s'inspirant de ses racines en fait. Pour moi, la culture, c'est un ensemble de codes en fait, selon lesquels un peuple, sur un espace géographique bien donné, et vivre en fait selon ces codes-là. Pour moi, c'est cela, la culture. La culture, c'est quoi? C'est le code de vie. Mandela a un code naï. Mandela a pembe a un code naï. Indien a un code naï. Juif a un code naï. Nani chinois a un code naï. Biso pe bato monde to un code naï. La culture, c'est la richesse. Dans notre culture, nous avons surtout que il faut toujours se réunir, comme on dit. Quand on veut être solide comme la pierre, il faut rassembler, mais pas comme les sables. Les sables, ça s'éclate et on ne peut rien faire sur le sable. Et donc, il y a aussi, la plupart de notre proverbe dit ça. Et nous aussi, nous préservons toujours la nature. Je pense que la base de toutes les musiques vient d'Afrique, que ce soit le jazz, le rock, le blues, voilà. Ces rythmes-là viennent d'Afrique et ensuite ont été dispersés un petit peu partout. Et donc il y a toujours une identité très ethnique, je dirais, dans ces rythmes-là. Il y a la vie d'abord, le personnel. Tu ne peux pas. Et pas les camions. En même temps, la culture, ça peut être aussi ce qu'on a envie de savoir de l'autre. La façon dont, c'est une manière aussi de définir un peuple qu'on ne connaît pas, un pays ou un ensemble, quoi, ou un système. C'est comment faire la cuisine, c'est voilà, les rites alimentaires. La culture, c'est voir même comment on fait la guerre, hein, comment on se bat. La culture, c'est beaucoup de choses. Le vestimentaire, la culture, c'est la manière aussi de s'exprimer, parler sa langue, c'est un fait culturel. Par exemple, moi je me rendrais en Chine, ils pourront me donner un plat, je sais pas, des grenouilles ou un truc comme ça. C'est la cuisine chinoise, c'est un élément de la culture. Vous quittez la Chine, vous vous rendrez dans un coin quelque part en Afrique, on vous donne de la tchéké, par exemple en Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça. Donc c'est identitaire. Si on le prend dans le sens intellectuel, ça peut signifier ce que l'on sait, quoi. C'est que notre bagage intellectuel, dire de quelqu'un qu'il est cultivé, il a de la culture. La différence, c'est que l'autre culture, c'est celle qui nous permet de nous identifier parmi tant d'autres personnes. Et la culture intellectuelle et universitaire, tout ce qu'on apprend, ça c'est une culture qui nous permet de pouvoir nous émanciper, qui nous permet aussi de pouvoir communiquer avec le reste du monde, parce que de toutes les façons, on ne peut pas rester dans notre culture et rester hermétiquement fermé. Un Africain, une personne humaine sortie d'Afrique, dans sa conception du monde, définit la culture comme étant la création. Je peux m'apparenter à un mot venu d'une langue africaine, le Kikongo,
ce mot qui dit mavangu, qui vient des vangu, wangu, wanga, créer, la création. Et tout cet ensemble de choses-là, c'est-à-dire c'est ce qui passe l'Africain comme étant les créateurs du ciel et de la terre, mais aussi du souterrain. C'est-à-dire, du point de vue d'une approche plus scientifique, je pense qu'on pourrait définir la culture comme étant l'explication, la description, la localisation, je dirais même l'acquisition des aspects humains et physiques. Nous entendons par aspect humain et physique ce qui est spirituel et matériel. Ça, c'est une approche qui peut être définie dans ce sens sur le plan scientifique. Et sur ce, nous pourrions maintenant parler de la culture terrestre et de la culture céleste. C'est cette pratique-là de la culture terrestre qui a donné même à ce qui est devenu à nos jours l'agriculture. Parce qu'il y a un mot-clé derrière tout ça. Cultiver la terre. Cultiver la terre, c'est la culture de la terre qui a donné naissance à tout ce qui est devenu, que les gens peuvent aujourd'hui catégoriser ou expliquer comme étant la culture culinaire, la culture alimentaire, la culture vestimentaire, la culture musicale et tant d'autres. C'est-à-dire, là, nous sommes toujours dans l'optique de la culture de la terre. C'est une culture, une acquisition de tout ce que nous avions acquis vis-à-vis des éléments terrestres ou de ce qui composent la terre. Parlons de la culture céleste. La culture céleste, c'est là qu'on peut évoquer la culture de l'esprit. Cultiver son esprit. C'est le fait de cultiver son esprit qui nous ouvre à d'autres portes, notamment à la porte de la connaissance, la porte de recherche. Même tout ce que nous avions fait, ou pour ceux d'entre nous qui sont allés vers les écoles, les lycées, les universités, cette culture céleste, c'est la culture de l'esprit qui nous a conduits dans ces structures ou dans ces établissements. Parce que là, nous avions comme exercice de cultiver l'esprit. L'esprit devient cultivé, devient enrichi, nourri par autant de connaissances, autant de savoirs. Et là, nous parlons de la culture céleste, c'est-à-dire les aspects qui sont aussi spirituels, qui n'a pas demandé la main de la personne humaine. Déjà en parlant de la culture identitaire, j'établis les liens directs entre ce qui est culture céleste et la culture identité. L'identité culturelle d'un peuple, d'un tribu, d'une nation est toujours nourrie, forgée par des éléments émanation de la culture céleste. Sa compréhension, sa capacité de s'émanciper, d'aller au-delà de ce qu'il voit, d'aller vers la connaissance, la recherche, aboutit et lègue un certain nombre d'éléments qui fait qu'il transmet et il forge la culture identitaire de la personne. C'est l'observation plus de ce qui est l'aspect spirituel des choses, l'aspect non humain de ce qui existe dans la création. Ce sont ces éléments qui forgent la culture identitaire. Parce que nous aurons remarqué que la culture identitaire est souvent nourrie, est tracée et construite par rapport aux mythes, aux légendes. Or, lorsque nous rentrons dans l'optique des mythes et des légendes, ça nous ouvre la porte de la culture céleste, de la culture de l'esprit. Parce que la personne humaine va au-delà de ce qui est matériel. Et c'est ça qui a retombé pour dessiner ce qui est devenu la culture identitaire. Ce sont tous ces éléments qui ont forgé l'identité de la personne humaine. Et c'est ce qui a forgé l'identité de la personne, des peuples, de races, des nations, des États. Alors il faut comprendre la personne humaine sortie d'Afrique pour comprendre comment la culture africaine devient intégrée ou élément de notre identité. La personne humaine sortie d'Afrique est bâtie sur 3 piliers. Dans notre document Bumuntu, dans ces livres Bumuntu que nous avions écrit depuis l'année 2005, nous l'avions bien spécifié. La personne humaine sortie d'Afrique est
bâti sur 3 piliers. Et le premier pilier, c'est le MPV. Le MPV, c'est ce qu'on appelle le souffle de vie. C'est ce qui permet d'avoir la lecture de la carte du monde. Vous savez que le monde est tellement vaste et il faut connaître la carte du monde, c'est-à-dire les lieux, les endroits où résident certaines entités, certaines forces spirituelles. Est-ce qu'il y a-t-il des êtres qui sont différents de nous? Est-ce qu'il y a-t-il des planètes différentes de la nôtre? Est-ce qu'il y a-t-il une vie en dehors de la Terre? Tout ça réside dans la carte du monde. Alors pour comprendre ça, il faut l'MPV. L'MPV, c'est le premier pilier sur quoi est bâti la personne humaine sortie d'Afrique. Le Moyo, c'est le deuxième pilier. Le Moyo, c'est ce qu'on appelle le souffle divin. Il y a une différence, j'établis, entre le souffle de vie et le souffle divin. Le Moyo, c'est le souffle divin. C'est-à-dire ce qui nous permet d'accéder à la connaissance qui est hors notre portée, aux capacités qui sont hors notre portée, parce que nos capacités sont limitées. Mais nous avions la possibilité d'accéder à des capacités qui sont hors notre portée, à des connaissances qui sont hors notre portée. Lorsque vous allez quelque part, vous allez dans un pays, l'effet d'avoir mis vos pieds dans ces pays, il y a de la connaissance qui est rentrée en vous, sans pour autant que l'on vous dise ou qu'on vous l'enseigne. Mais le fait que vos pieds ont foulé le sol de ces pays, la connaissance est entrée dans vous. Pour intégrer, pour disposer de cette connaissance, il faut avoir le souffle divin qui vous permettra d'avoir des rentrées en connaissance avec ces secrets. Donc le Moyo, c'est comme l'instrument qui est en vous. Parce que tous les instruments que vous voyez qui font l'illustration de la culture africaine, les instruments tels que de tambour, tels que de balafon, tels que de kora, en réalité ces instruments-là sont une partie de nous. La deuxième personne qui est en nous, c'est-à-dire le Moyo. Le souffle divin. Donc la divinité incarnée dans nous, le génie qui est en nous. Parce que nous disposons, nous tous, d'un génie. Et ce génie-là peut être mâle et femelle. Hein. C'est ce génie-là qui nous donne la capacité, la possibilité de matérialiser des choses. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai parlé des instruments. Tous les instruments que vous voyez dans la culture africaine, ces instruments-là sont le fruit des génies. Mais ce génie-là, il est en nous. Il vit dans le Moyo. Donc vous devez rentrer dans le Moyo pour connaître le nom de ces génies. C'est ce que j'appelle le souffle divin. Connaître le secret, l'instrument qui est en vous. Et cet instrument-là, vous pouvez le matérialiser. C'est la source d'invention, c'est la source des innovations. Le troisième pilier sur quoi est bâtie la personne humaine sortie d'Afrique, c'est les Nitu. C'est quoi les Nitu? Les Nitu pourraient être définis comme étant ceux qui composent l'univers. Vous voyez tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qu'on peut appeler comme univers, les forêts, les eaux, même les créatures qui résident dans l'univers, les léopards, les lions, les baleines, tous ces univers et ces éléments de l'univers sont en nous. Et en nous, ils vivent dans les Nitu. C'est ce qui compose même l'essentiel de notre corps. Lorsque nous mourons, notre corps, cette enveloppe charnelle, reste ici. Peut-être les talons, votre partie, la partie de membre inférieur de votre corps, on retire les talons. C'est les talons qui deviendra le lion. Ce sont vos cuisses qui deviendront les herbes. Donc la composition, le corps humain, lorsqu'il se décompose, il crée d'autres créatures qui sont visibles dans l'univers. Mais ils sont en nous déjà. Donc ce qui est extérieur en nous est intérieur en nous. L'univers, le grand univers qui est le monde que nous voyons est résolu en petit univers qui est en nous. Et ces petits univers, c'est ce qu'on appelle les Nitu. Tous ces éléments ont forgé la culture identitaire de la personne humaine sortie d'Afrique. Ça fait son identité, ça a réglementé ses comportements, sa pensée, sa perception du monde, parce qu'il a la lecture de la carte du monde. Ses inventions, par ces instruments qu'il utilise pour communiquer, pour expliquer le monde. Le Moyo et la compréhension qu'il a de l'univers. Le grand univers qui est le monde que nous voyons nous tous, et tout ce qui compose ces univers, et les petits univers qui est dans le Nitu. Ce sont ces éléments qui forgent
qu'il a retiré de tout ça, du Moyo, du Nutu et du PV, qui a forgé la culture identitaire de toute personne humaine sortie d'Afrique. J'ai dit bien que toute personne humaine sortie d'Afrique a ça, est bâtie sur 3 piliers. Il ne faut que travailler. C'est un processus pour que vous arriviez à maîtriser les PV, à saisir les Moyo et à comprendre les Nitu qui est en vous. Ce sont ces éléments qui forgent la culture identitaire de l'Afrique. La culture identitaire est considérée comme patrimoine, bien évidemment, d'autant plus que c'est quelque chose qui est légué. Lorsque nous commençons au niveau des mythes et des légendes, vous comprenez que lorsqu'on parle des mythes et des légendes, on entre dans la porte de la création, de ce qui est le commencement de choses. Et au commencement, ceux qui sont par exemple de nos jours n'y étaient pas au commencement. Au commencement, il y a eu d'autres. Ceux-là qui étaient au commencement l'ont légué à leurs descendants. Ainsi de suite, jusqu'à nous. Nous, aujourd'hui, ce que nous avions acquis, ce qui nous a été légué depuis des temps immémoriaux, devient pour nous un patrimoine. Et sur le terme patrimoine, dans la culture, on peut aussi intégrer ce qui est le patrimoine génétique. Parce qu'une famille, une nation, un peuple a de commun le patrimoine génétique. On pourrait même incorporer, si vous le voulez, la notion de la race. Ce qu'ils partagent de commun, c'est le patrimoine génétique. Et le patrimoine génétique fait partie de la culture céleste ou de la culture de l'esprit. C'est-à-dire ce sont des sphères qui ne sont pas à la portée de la personne humaine. Alors, moi j'associe la culture à des caractéristiques particulières à un groupe d'individus. Lorsque je pense culture, je pense à un groupe spécifique d'individus avec les caractéristiques qui le définissent. Alors votre question est assez intéressante dans la mesure où moi j'ai participé notamment au Mali dans le cadre d'une association à des échanges interculturels. Alors qui prenaient la forme notamment de la valorisation du textile malien, etc. à travers des associations. Et donc il s'agit pour moi de caractéristiques spécifiques à un groupe d'individus. Lorsque on exerce quelque chose qui vous a été légué, qui vous a été demandé de faire, nous aujourd'hui, nous avons pris l'habitude d'enterrer nos morts avec tout un ensemble de rituels qui accompagnent ces cérémonies. Nous avons pris l'habitude, quand il y a les événements tels que le mariage, c'est accompagné avec autant de rituels, autant de cérémonies. Nous ne sommes pas les premiers à les faire. Et les connaissances que nous avions acquises, par exemple, pour conduire ces cérémonies, pour conduire ces manifestations, ce sont des héritages. C'est un héritage qui nous a été légué par nos ascendants qui ont fait ça et qui ont pratiqué ça avant nous. Et le fait qu'ils ont fait ça et pratiqué ça avant nous et qu'ils nous les ont légués, ceci devient un héritage. C'est quelque chose que nous avons hérité de nos ascendants. Parce que la culture que nous exprimons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à l'exprimer à travers des manifestations, à travers des événements, à travers des rencontres, à travers des rites, des cérémonies. Donc c'est un héritage que nous avions reçu de nos ascendants. Et il peut être considéré comme étant un héritage. Biso, ata américain, ata pembe we baga, boy, out Africa. Code na biso, yal boso, yango. Code mi bali. Les us et coutumes, yamoto moindo. Les us et coutumes yamoto moindo qui commence d'abord la religion. Qui a commencé la religion? Et dans ces us et coutumes-là, qui est habillé par la connaissance. Et ils disent la connaissance. Non, mais Kindoki, pas dans le sens négatif des choses, dans le sens de la connaissance, connaître qu'est-ce que c'est que la vie.
Retenons dans ces mots simplement ce qui devient l'habitude. Ce qui a, depuis des temps immémoriaux, qui a intégré, qui fait partie intégrante de notre personne humaine. Dans notre être, nous avions acquis certaines choses tout au long de générations et de générations qui nous a forgés et qui est devenue une seconde habitude. Ces secondes habitudes, notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière d'organiser ou de célébrer nos rites ou nos cérémonies devient des coutumes, devient des choses dont on est obligé de faire avant, par exemple, d'aller au mariage, avant d'aller enterrer une personne. Il y a des choses qu'on est obligé de faire ou qu'on doit faire. En le faisant, des temps immémoriaux, de temps en temps, des générations passées, actuelles comme des générations futures, ça devient des US coutumes. Ça devient des coutumes partagées. Et cela n'a nullement une notion, ne peut être considérée comme une notion d'archaïsme ou de dangerosité. Vous savez, la ligne de la culture identitaire. Lorsque vous parlez de la culture identitaire, essayons d'incorporer dans la culture identitaire toutes ces notions. Patrimoine, coutume, symbole, tout ça émerge un peu dans la culture identitaire. Les valeurs. Parce que l'identité d'une personne est influencée, forgée à travers des valeurs. Ce sont les valeurs qui déterminent le comportement de la personne. Et lorsqu'on parle des valeurs, il faut remonter à ce que je disais tout à l'heure, les mythes et les légendes. Ce sont les mythes et les légendes qui ont transmis à différents peuples, à différentes nations, à différentes populations, je dirais même à différentes communautés des humains, ceux qui sont devenus des valeurs. C'est à ce niveau-là qu'on doit placer ce genre de choses, c'est-à-dire que comprendre que les valeurs, les règles, les comportements sont bien évidemment les éléments illustratifs d'une culture identitaire. La culture africaine, faire le poids en Occident, si j'ai bien compris votre question, elle est très loin de faire le poids. Justement, une fois que les parents sont arrivés en Europe, que la culture en fait elle se perdait, du sens qu'on adoptait justement le comportement des Européens, que ce soit au niveau de la nourriture ou quoi. Bon, c'est pas forcément positif parce que justement, si nous les enfants, on perd toute notre culture, donc moi je suis congolaise, donc admettons si je ne sais pas parler le lingala, que ce soit la nourriture, si je ne sais pas la préparer, donc mes enfants non plus ne connaîtront pas, donc de génération en génération ça se perdra. Alors ce qui est marrant c'est que quand on nous éduque, on peut nous éduquer de façon culturelle. C'est-à-dire qu'à la base, par exemple, quand on est par exemple en maternelle, on va nous dire on va nous apprendre à réciter l'hymne national de notre pays pour nous montrer à quel point notre culture est importante. En fait, on nous dit par rapport, voilà quelle est votre culture et si vous allez dans notre pays, sachez que là-bas ça peut être comme ça, mais voilà votre base. C'est ce qu'on nous explique. On peut tout au long de sa vie se forger aussi sa propre culture, enfin une identité, je dirais. C'est différent, je pense, d'une culture, on va dire. On peut se forger sa propre identité par les voyages, par les interactions avec d'autres personnes, tu vois, par les échanges, ainsi de suite. Mais ce qui va faire que, je pense, pour ma part, qu'un individu soit bien avec l'autre, c'est que déjà qu'il soit bien centré en lui. C'est-à-dire qu'il ait des valeurs culturelles de ses origines, de ses parents, de ses pays, de je ne sais voilà, c'est ce qui va faire qu'il pourra mieux le transmettre à autrui et l'échange sera plus riche. L'Afrique a une identité, mais ce qui me touche surtout, c'est qu'aujourd'hui tu vois un Africain qui ne connaît pas sa culture, qui ne connaît pas ses coutumes, qui prend la culture de l'autre, qui vit la culture de l'autre. Que la culture pour moi, c'est oublié ici en Europe en fait la culture. Les gens ils ont plus de sens, ils pensent plus à rien, c'est plus
l'argent et des histoires, tout ça. Mais la culture, c'est perdu. Mais nous, ici, là, chez nous, comme on est là sur place, c'est pas la culture. La culture, c'est d'abord l'Afrique. Pour moi, c'est ça. C'est là que ça commence de là. Je ne peux pas parler de la critique dans un monde artificiel. Je préfère parler de ça chez moi, dans un monde naturel. L'Afrique, au début, si j'ose dire, de son histoire, en tout cas contemporaine, a été déracinée par deux événements majeurs, à savoir l'esclavage et la colonisation. Ces deux événements n'ont pas laissé à l'état originel la culture africaine. Ils l'ont donc affectée, et même foncièrement, je dirais. Parce que, voyez-vous, chaque peuple a sa culture. Mais de par l'histoire, de par le mouvement naturel, les peuples cohabitent des fois ou entrent en contact d'une façon ou de l'autre. L'acculturation donc. Et à partir de ce contact, il en résulte deux conséquences. L'acculturation avec une phase violente, c'est-à-dire que la culture la plus forte, entre guillemets, va emporter sur la culture la plus faible. Donc, aura une forte influence sur la seconde. La phase pacifique, c'est que là, on aura un rendez-vous du donner et du recevoir. Il y aura équilibre des deux côtés. Chacun restera soi-même tout en apprenant des choses qui puissent vous compléter. Et donc, tel n'a pas été le cas dans la rencontre entre l'Afrique et l'Occident. Donc, nous avons foncièrement été déracinés. Ça se voit. Il y a beaucoup de facettes méconnues de cette culture. Et il reste encore des gens aujourd'hui, surtout en Europe, qui ont honte même de la culture africaine. Donc c'est le peuple africain lui-même qui ne veut pas promouvoir cette culture. De ce fait, elle reste méconnue, mais elle existe. Au fait, je dirais que c'est plutôt à nous de pouvoir faire accepter notre culture par les autres. Et si nous positivons notre culture, je ne vois pas le mal à ce que les autres ne l'acceptent pas telle qu'elle est. Mais je pense que si à partir du moment où certains Africains dans leur ensemble négligent cette culture, je pense qu'il va arriver à un moment où notre culture n'aura plus de sens à se dire. Et je pense que la mondialisation ne veut pas dire abandonner sa culture. Je ne parle pas de ce thème-là. Au contraire, à cause de la mondialisation, il faut toujours avoir cette identité de soi-même qui fait qu'on est des Africains qui avons nos cultures, nos pratiques et que on fait aussi partie de la mondialisation. Effectivement, rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, plus on valorise notre culture, plus ceci pousserait les autres à pouvoir s'y intéresser et à pouvoir aussi adopter notre culture. Mais si nous-mêmes, nous négligeons notre culture, là, ça devient autre chose. On l'a pas fait. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est déjà entré dans la vague de la mondialisation. Dire qu'on va faire ceci, on va renfermer l'Afrique, on va développer nos cultures, c'est une bonne idée, mais personnellement, je ne pense pas que ça va marcher tant que ça. Parce que, après, je me demande, ça va marcher sur quel point? Sur le point économique, sur le point politique, sur quel point? Sur le point culturel, bien sûr, ça va entraîner du tourisme, tout ça. Maintenant, on est dans la mondialisation. Mais qu'est-ce que c'est que cette mondialisation? La mondialisation, là, c'est pour qui? Et c'est pourquoi? Ce sont des mots seulement qui changent par rapport, parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Mais aujourd'hui, là où on est là, c'est-à-dire que le monde, le capitalisme, est lésé dans sa propre pure nature, qui est l'argent. Tata mwananga. Ngai mama nuso na ke na zandu na so te ka nguba yo okoya opese ngai mbongo ngai apese nguba ubi so ko bite mama na sana mbongo te ngai na pese mafuta yo pesa ngai ubi ngai na pese loso yo pesa ngai mais na koya te na lobi yo kamata mbongo yo po te na tekeli yo mbongo yo po pesa ngai na somba mbongo ipana yo. Ça n'a jamais existé ça.
L'argent qui achète l'argent, c'est la bourse. Et ils ont spéculé. Aujourd'hui, là, donc, de la souk. Finalement, la mondialisation, c'est l'individualisation. Parce que voilà, donc on ne vit plus les uns avec les autres, mais les uns face aux autres ou contre les autres finalement. La mondialisation, c'est aussi la disparition des cultures. Donc en ça, c'est un danger, oui, c'est un très grand danger. La mondialisation, en fait, c'est l'expansion de la culture européenne au-delà des autres cultures. On donne une sorte de pas sur... la culture européenne prend un pas sur toutes les autres cultures via la mondialisation. Construction de bâtiments durs, tout le monde mange des frites sans citer de marque. Voilà. Et on oublie les bons plats que notre culture nous réserve. Mafé, nos bonnes boissons, les bonnes plantes, bissap, le jus de gingembre, les choses comme ça qu'on adore. Et que malheureusement, à cause de la mondialisation, on voit disparaître ou on ne voit pas se développer parce que ce n'est pas des choses qui intéressent le monde, on va l'appeler comme ça. La mondialisation en soi, c'est une idée géniale, fantastique et merveilleuse. Et je pense que toute personne humaine sensée et digne de ses noms ne peut que soutenir un projet pareil, où les êtres humains, où la communauté humaine décide de vivre ensemble en transcendant tout ce qui est limites, frontières et barrières établies. Parce que c'est ça l'idée générale de la mondialisation. Le problème ou la problématique se pose simplement par rapport à ce qui est la pratique de la mondialisation. Donc cette idée qui consiste à globaliser, qui cache bien évidemment certaines intentions. Comment est-ce que la culture africaine peut-être s'est positionnée face à la mondialisation? Derrière la mondialisation, derrière le mot mondialisation et globalisation, il y a une puissance qui est cachée. Cette puissance cachée de la mondialisation agit sur 3 axes. Observons le premier axe. Parlons du premier axe de la puissance de la mondialisation, il y a ce qu'on appelle la domination financière. Pour que cette puissance arrive à globaliser et à mondialiser la terre tout entière, elle doit arriver à asseoir sa domination financière. Sa domination financière a comme référence la force ou la puissance monétaire. Je laisse à tout le monde le soin d'aller vérifier et d'aller comprendre quelles sont les monnaies qui sont placées comme les monnaies des références aujourd'hui dans tout ce qui est échange et transactions financières sur tout l'échiquier de la planète tout entière. Deuxième axe de cette puissance, c'est que la puissance cachée derrière la mondialisation veut faire asseoir son modèle politique. Et lorsque nous parlons du modèle politique conduit par la puissance cachée de la mondialisation, c'est en un mot le contrôle et la gestion de nos ressources et de nos énergies. C'est ça son modèle politique. C'est-à-dire qu'il veut arriver à une forme de gouvernement mondial qui aura comme vocation de contrôler, de gérer et de disposer de toutes les ressources et des énergies dont dispose en un mot la Terre. Parlons du troisième axe. Dans son troisième axe, la puissance de la mondialisation doit arriver à faire asseoir sa puissance militaire. Qu'entendons-nous par puissance militaire? Lorsque nous évoquons ça, c'est-à-dire que cette puissance doit arriver à faire asseoir sur toute l'étendue de la Terre son modèle de l'armée. C'est-à-dire toutes les armées du monde doivent la ressembler ou ressembler à son armée. C'est-à-dire toutes les armées du monde doivent avoir les mêmes fonctions, défendre le même intérêt, défendre aussi la puissance en question et agir de la même sorte. Être armé et équipé de la même manière. Vous verrez que la plupart des armées du monde obéissent à certaines règles. Et ça a obligé même à certains pays qui sont des puissances reconnues de puissances militaires de pouvoir aboutir à la signature de ce qu'on appelle les conventions pour limiter la prolifération des armes à destruction massive. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser ce qu'ils appellent les armes conventionnelles. Donc ils se sont mis d'accord sur cet aspect de choses. Mais c'est quoi l'armée? C'est quoi cette puissance militaire? Leur armée, c'est ce qu'on appelle la civilisation.
c'est cette civilisation-là, cette manière de vivre qui doit se répandre sur toute la terre, où il faut systématiquement écraser, neutraliser toutes les cultures existantes. Toutes les cultures qui sont différentes, qui ont une conception de la vie ou du monde, une autre manière de vivre. Donc il faudra écraser toutes ces cultures. Et pour en arriver là, il faut une armée. Et cette armée qui sera à la hauteur de neutraliser et de faire asseoir la civilisation défendue par la puissance cachée derrière la mondialisation. Comment la culture africaine peut-elle se positionner face à la mondialisation? La culture africaine en soi est assise d'abord et incarnée chez celui qu'on appelle le Nkumu. C'est une institution dans laquelle qui régit les villages. Parce que la mondialisation veut faire de la planète tout entière et de la Terre un village. Donc si la mondialisation veut faire de la Terre un village, donc l'Afrique, de par sa culture, conçoit déjà l'organisation de la vie et de son monde par le terme village. Et derrière le village, il y a le Nkumu, cette entité qu'on peut traduire par le chef du village. Le chef du village en Afrique aligne 3 cornes. Et ce sont ces 3 cornes que l'Africain doit positionner face à la mondialisation. La première corne de la culture africaine est celle qu'on appelle Dolaketo. C'est quoi Dolaketo? Dolaketo, c'est notre galaxie. Notre galaxie comprend notre système solaire, notre système stellaire et notre système planétaire. Cette galaxie a pour vocation de faire rayonner et de défendre la manière de vivre. Notre manière de vivre, c'est-à-dire notre civilisation. C'est qui forme une armée. Mais une armée qui est assise sur les 21 puissances fortes. Ce sont ces 21 puissances fortes qui construisent la civilisation ou la manière de vivre à l'africaine. Derrière ces 21 puissances fortes, il y a tout ce que vous appelez métier, clan, tribu, tout ce qui existe pour régir la société, pour la création d'un État, pour la création d'une mode de vie et comment nous comporter. Donc, c'est-à-dire que notre galaxie Dolaketo est la première corne que l'Africain doit positionner face à la puissance de la mondialisation. Quant à ce qui est la deuxième corne de la culture africaine est celle qu'on appelle le Kula. Le Kula est un vaste réseau d'échange. Ce vaste réseau d'échange permet à l'Africain d'échanger sans pour autant recourir à la finance. Parce que face à la puissance financière de la mondialisation qui cherche à dominer tout, l'Africain ne doit pas... la culture africaine, elle, ne propose pas la monnaie ou la finance encore. C'est-à-dire qu'il y a une autre forme de monnaie qu'on appelle le Kula, le système d'échange. Ces vastes réseaux d'échange fait que nous prenons l'exemple d'un Africain qui dispose de l'intelligence face à un Africain qui dispose de la connaissance. L'Africain qui dispose de la connaissance a la lecture du monde. L'Africain qui dispose de l'intelligence a le secret du monde. Ce qui dit, lorsque vous échangez la connaissance du monde et les secrets du monde, vous voyez que vous pouvez évoluer et aller de l'avant et résoudre tous vos problèmes. Parce que l'Africain qui disposait de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est lui qui avait le secret du monde, lorsqu'on lui donne la connaissance du monde, il peut utiliser son secret tout en connaissant le monde. C'est-à-dire que dois-je faire, que ne dois-je pas faire? Le secret que je dispose, je peux l'orienter dans telle chose ou dans tel domaine. L'Africain qui dispose de la connaissance du monde, qui connaît le monde, qui connaît la carte du monde, qui connaît qu'est-ce qui compose notre monde, lorsqu'il a les secrets, de par sa connaissance, il sait maintenant comment permettre à sa société d'aller de l'avant. Et la troisième corne de la culture africaine est la corne qu'on appelle la spiritualité africaine. L'Africain de ce jour doit se positionner face au modèle politique conduit par la puissance, la mondialisation. L'Africain doit
positionner face à cette puissance, sa corne spirituelle. C'est-à-dire que je les résous en un mot, Ishongwe. La spiritualité africaine, qui nous renvoie à l'astre lunaire. L'astre lunaire qui est un astre qui apparaît sous les sphères célestes, peut être rabattu ou ramené sur Terre. Parce que l'Africain, lui, ne va pas vers la Lune. L'Africain fait descendre la Lune sur Terre, dans sa culture. Et pour observer la culture, la Lune, ici sur Terre, l'Africain regarde la femme africaine qui est en soi la personnification humaine de la Lune ici sur Terre. De par ces cycles menstruels, c'est là la source de nos organisations, c'est là la source de nos institutions, c'est là la source de notre modèle politique. Comment nous organiser, comment créer le lien entre les astres, les éléments de la création et nos activités. Ce qui nous ramène à un calendrier. Mais ce calendrier a toujours été pour l'Africain lunaire. Et c'est ce que j'appelle la spiritualité africaine. L'art d'organiser, la manière d'organiser. Une spiritualité a pour vocation d'organiser sa société par des institutions, par des valeurs, des règles, des normes, des structures, de lois. Et l'Africain a cette spiritualité à travers l'astre lunaire que j'ai résumé par l'Ishongwe, qui est la spiritualité africaine et la troisième corne que l'Africain va positionner face à la puissance, au modèle politique conduit par la puissance de la mondialisation. Et dans laquelle est notre galaxie, l'Africain doit l'opposer à la puissance militaire conduite par la puissance de la mondialisation. Et le coup là, l'Africain doit l'opposer face à la domination financière dictée par le marché et conduite par la mondialisation. Donc la puissance cachée de la mondialisation fera face au Nkumu, qui est le chef du village de l'Afrique. L'Afrique n'était pas une entité. L'Afrique, il y avait des entités. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y avait ce qu'on appelle l'Empire du Mali, qui regroupait toute l'Afrique de l'Ouest. Après, il y avait l'Empire de Tanganyika. Donc, il y avait des grandes entités selon les coins de l'Afrique, en fait. Donc, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des convergences dans la culture, parce que les peuples se déplaçaient, il y avait des mouvements du peuple, donc il y avait l'immigration depuis dans le temps, donc qui faisait qu'on peut emprunter telle ou telle pratique, ou on peut remarquer que telle ou telle pratique est comment on appelle ça, est commun ou est partagée par différents peuples, mais dire que l'Afrique, il y a une culture en Afrique, moi je pense qu'il y a plusieurs cultures en Afrique. D'ailleurs, si on me demande pourquoi aujourd'hui on a du mal à aller vers ce qu'on appelle une unité africaine, parce que c'est à cause de cette diversité de cultures qui fait qu'on ne peut pas aller vers une unité africaine, en gros aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de culture sans parler de langage, sans parler de langage et de langue, quoi. Parce que dans la sociolinguistique, on nous apprend que toutes les langues évoluent et que le mot culture occidentale même peut paraître parfois fallacieuse. Pourquoi? Parce que l'Occident a emprunté, l'Afrique a emprunté, l'Asie a emprunté, l'Amérique a emprunté. Donc nous sommes tous contaminés, comme disait un auteur Krumah. Il n'y a pas de culture américaine sans culture, il n'y a pas de culture euro-américaine sans racines africaines, quoi. C'est-à-dire depuis que l'homme a voyagé, aller à l'encontre de l'autre, il y a forcément interculturalité, il y a forcément interaction. Est-ce que la culture africaine peut rester éternellement authentique, quoi? Parce que moi, la conception que j'ai eue sur la culture, c'est peut-être j'ai été trop influencé par les théories que j'ai pas mal accumulées à la fac, tout ça. Mais par contre, j'ai une analyse, un jugement personnel, quoi. Et je demeure africain, je demeure africain en moi-même parce que je parle la langue africaine. Je ne suis pas aliéné parce que Chantal Diop disait que l'aliénation culturelle devient partie intégrante de notre être. Et quand on pense s'en débarrasser, on ne l'a pas encore complètement fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a toujours ce complexe d'infériorité, ce complexe de supériorité, et vice-versa. C'est des dommages collatéraux, quoi, de part et d'autre, quoi. Donc, moi, je pense... Concernant la culture, moi, je dirais que les cultures africaines,
pour prendre ça en gros. Parce qu'il n'y a pas une culture africaine. Bon, ça n'engage que moi. Il y a les cultures africaines. L'unicité de la culture africaine est indissociable, indiscutable et indéfectible. Pour comprendre ça, il faut regarder 3 choses. Il faut regarder l'expression, les langages et la pensée de l'Africain. Qu'est-ce que l'Africain exprime dans la culture? Nous commençons au Sénégal, nous irons au Mali, nous irons au Congo, nous irons au Zimbabwe, nous irons en Haïti, nous irons en Guadeloupe, nous irons en Jamaïque, nous irons en Éthiopie. L'Africain, de par sa culture, exprime qu'est la nature. L'Africain exprime la nature. Dans son expression de la nature, l'Africain a compris que tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qui est dans la nature a une âme. Les léopards, qui n'a simplement qu'un corpus différent de la nôtre, a une âme. Les lions, qui a un corpus différent de la nôtre, a une âme. Le fleuve, qui a un corpus différent de la nôtre, a une âme. L'arbre, qui a un corpus qui diffère de notre corpus, a une âme. C'est-à-dire tout ce qui est dans la nature a une âme. Et ça, c'est une caractéristique indissociable à tout Africain et Africaine. Donc, de par son expression, la culture africaine, c'est l'unicité indiscutable. De par son langage. Quel est le langage que l'Africain transmet par sa culture? Dans tout ce qu'on disait, sa culture, que ce soit identitaire ou la culture générale de l'Africain. L'Africain ne transmet qu'un langage qui est compris par tous, un simple langage qui est celui de la relation entre les personnes humaines vivantes, celui de la relation entre tous les éléments existants de la création, qui est celui de le langage de la relation avec ceux qui étaient avec nous mais qui sont partis de l'autre côté. C'est un langage de la communauté, de continuer à former une communauté bien que nous avions été séparés du corps. C'est ce qui donne même le sens dans sa conception de la nature, comme je le disais tout à l'heure, qu'il a compris qu'il y a un lien intrinsèque, un lien extrinsèque qui nous unit à d'autres créatures ou à d'autres peuples ou à d'autres. C'est-à-dire même lorsqu'il est en face d'autres peuples, l'Africain prône toujours la communauté. L'Africain cherche toujours les liens fondamentaux qui nous unissent au lieu de chercher ceux qui nous divisent ou qui peuvent nous éloigner. Donc ça, c'est un langage de tous les Africains. Quelle que soit la culture que vous ou partout où vous irez, l'Africain dans son langage ne nous transmet que ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut comprendre le langage de la culture africaine. Et au-delà de ça, dans sa pensée, quelle est la pensée de l'Africain? L'Africain a toujours pensé qu'il y a un autre monde de l'autre côté. Et que nous qui sommes ici, nous ne pouvons jamais vivre sans intégrer ceux qui sont de l'autre monde. L'Africain dans sa pensée, a conçu toujours le monde comme une partie existence en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, et qu'il est dans l'obligation de créer une union et une forme de cohésion entre ce qui est en lui et ce qui est à l'extérieur. Donc la culture africaine demeure, reste et est unie et une seule à multiples manifestations. Elle peut se manifester par contre à plusieurs manière. L'Africain qui a rencontré la girafe va exprimer cette culture selon la compréhension, l'exercice, le méthode de la girafe. L'Africain qui a rencontré l'escargot expliquera la manière de l'escargot. L'Africain qui a rencontré les léopards expliquera les choses à la compréhension du léopard. Cela ne dit pas qu'il y a une multitude ou une multiplicité de la culture africaine. C'est une personne qui a beaucoup œuvré pour l'indépendance du Congo. Ça, c'est la première des choses. Et en qualité de personne, c'est une personne qui est très franc, qui dit les choses et qui a su faire passer le message de cette souffrance qu'avait son peuple à l'époque coloniale, évidemment. Voilà, c'est un grand monsieur qui a fait quand même beaucoup de choses pour les Congos et que nous-mêmes, Congolais, nous ne connaissons pas la valeur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a essayé de défendre beaucoup de choses sur le plan vraiment, que ce soit national ou international.
Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, le Lumumba mériterait d'avoir une sépulture au Congo? Ah, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Même pas il mérite, c'est un devoir. C'est un devoir aujourd'hui. C'est quand même, il y a eu des grands personnages dans le monde. On parle de Gandhi, on va vous parler de Napoléon, on va vous parler de Martin Luther King, on va vous parler de Malcolm X, mais on vous parle de Lumumba. Lumumba est un personnage connu dans le monde entier par rapport à ce qu'il a voulu faire pour le Congo et pour le monde en fait. Tout simplement, parce qu'il y a des gens qui marchent avec cette philosophie que Lumumba a procréée. Donc aujourd'hui, c'est sûrement l'un des hommes les plus importants, enfin l'une des icônes les plus importantes de notre pays, sûrement la plus glorifiante. On devait parler de ça parce que voilà, aujourd'hui, ici, il y a eu indépendance. Et si aujourd'hui on parle de la RDC et non du royaume belge quelque part, ce n'est pas que grâce à lui, mais c'est une grande partie grâce à cette personne-là. Il a lutté, il a dit des choses que d'autres personnes pensaient mais ne disaient pas. Lui, il s'est permis, il a, comme je dis, audacieux quoi. Il s'est permis de dire la vérité, d'être face en fait à ce colonialisme qui a rangé les pays africains. Donc personnellement, il mérite amplement en fait. Lumumba n'avait pas de choix. Parce que de l'autre côté, il y avait une force. Hein? Même une force de mort. Avec les armes, avec le ceci, avec le cela. Lui, il n'avait que sa détermination, hein, et puis sa force, et puis sa parole. Et c'était un meneur d'hommes. Hein? Avec toute le fougue. Et moi, le Lumumba, il y a jeune. Et qui croyait aussi à ses idées. Lumumba voyait clair. Lumumba, ce n'est pas quelqu'un qui a deux visages. Lumumba parlait franc. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Évidemment, c'était un homme fougueux. Aux Africains, aux Africaines, et particulièrement aussi à la famille biologique, je cite, de Patrice Emery Lumumba, de se joindre à nous, parce que nous allons commencer et lancer une opération. Après les rapatriements de 7 corps, des dépouilles mortelles de nos ancêtres qui se trouvent à Tervuren en Belgique, après le rapatriement de la dépouille mortelle de Ndo Manuel et Netsa Kunevunda, qui se trouve dans la tombe Negrita au Vatican, nous allons rapatrier le dedans de Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi à tous les Africains, c'est un message à tous les Africains, à tous les Noirs, partout où ils sont, mais aussi à toutes les personnes dignes de ces noms et qui ont condamné et qui continuent à condamner cet acte ô combien odieux de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, de commencer à fouiller et à chercher la personne qui détient le dedans de Lumumba. Je disais tout à l'heure que l'Africain qui est le créateur du ciel, de la terre et du souterrain, dans sa capacité de création, de créer sa culture, de créer des ressources et des énergies, nous allons créer à partir de ces deux dons de Lumumba ce qu'on nous a privé de faire autrefois. C'est-à-dire qu'une fois ces deux dons de Lumumba sous la terre, nous réussirons de ramener Patrice Emery Lumumba parmi nous. Avec ces deux dons, nous bâtirons sa sépulture et une tombe pour Patrice Emery Lumumba. Parce que la culture qui est la nôtre doit en arriver à ça. Ils nous ont privé ça parce qu'il y avait une culture qui nous a empêchés de faire de Lumumba ce qu'il aurait dû être. Donc voilà la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits. Allons-y vers Lumumba, qui n'est plus avec nous, mais qui est avec nous. Lumumba, de par son nom, il est le début, ou je dirais le point de la résonance du soleil, où commence les rayonnements du soleil. Parce que le soleil, de par la conception d'un Africain, c'est un astre qui rayonne. Mais la lumière provient de la lune et le soleil est un astre qui rayonne. Et la résonance du soleil, c'est simplement dû à ce que je disais, à la création de ce qui est souterrain.
Ce sont les ressources qui sont créées par l'Africain qui réside dans le souterrain, qui font briller le soleil. Dans cet ordre de réflexion, Lumumba est comparable à ce qu'on appelle la ligne de l'équateur. Vous voyez que la ligne de l'équateur sépare par exemple les tropiques nord, sud, les tropiques, plusieurs tropiques. Il peut faire des séparations, des limites, que ceci commence ici et s'arrête ici. C'est ça Lumumba. En étant le point de la résonance du soleil, il a su faire la limite entre ceux qui sont venus de l'extérieur et la personne humaine sortie de l'Afrique. Qui est la personne humaine sortie de l'Afrique? De par son combat, nous retenons l'aspect territorial, nous retenons l'aspect organisationnel, c'est-à-dire l'aspect politique, et nous retenons l'aspect spirituel ou disons identitaire dans le sens de la culture de l'esprit. Donc vous comprenez que par ces trois facteurs, Lumumba a été, c'est lui qui a su dire aux autres qui sont venus quel est le lieu où vous devez vous rendre et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Il les a rappelés parce que nous leur avons dit vers les années précédentes, vers les 1400. Il leur a rappelé aussi que l'Afrique avait la possibilité, par tout ce qu'il dispose comme connaissance, de s'organiser à sa manière. Mais aussi, dans une dimension très spirituelle, d'affirmer la véritable identité de la personne humaine sortie d'Afrique. C'est un combat qui a été rejoint par Sankara. Thomas Sankara aussi, bon voilà, donc c'est certes ils ont pris le pouvoir dans des circonstances qu'on sait, comme Thomas Sankara, mais ils avaient des valeurs et pour moi c'était le plus important chez eux. Et vous savez que dans la ligne de l'équateur, les climats qu'il y a au même moment au Sénégal, on peut le retrouver au même moment en Tanzanie, au même moment au Congo, au même moment en Éthiopie. C'est de la même manière qu'il y a eu toutes ces personnalités partout à la fois. Dans des temps peut-être des séparations courtes, mais ils étaient là tous à la fois. Sankara, dans sa lutte, vous remarquerez qu'il y a eu cette dimension territoriale, parce que Thomas Sankara a su dire aux Africains où ils peuvent aller, où ils ne peuvent pas aller. Ce combat était d'abord territorial. Dans le combat de Sankara, on retrouve l'aspect organisationnel ou politique. Il avait la capacité de faire comprendre aux autres que nous disposons de moyens pour nous organiser nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il allait puiser chez nous pour créer des institutions, des instances, et réguler et mettre des normes, ce qui nous éviterait des conflits inutiles, ce qui nous éviterait des dettes inutiles. Et notamment la dimension spirituelle où il nécessitait haut effort de porter cette identité nourrie par certaines valeurs les plus intransigeantes qui forment l'identité ou la culture africaine. Roli Lala, lorsqu'on cite ces noms, vous savez que ça suscite peut-être la colère chez certains, l'admiration, le respect chez d'autres. Mais je considère, et nous pouvions les Africains, de l'identité africaine. De par son ascension, il a fini par acquérir une forme de sagesse et d'éviter ce qu'il y a de plus sacré chez la personne humaine ici sur Terre, surtout chez l'Africain, de verser énormément de son peuple et de l'adversaire. Et à vouloir créer une forme de cohésion de vie au-delà de certaines exigences qui peuvent être raciales ou de la vengeance ou de la rancœur. Dans cette œuvre-là, on voit en lui la renaissance accomplie de l'identité africaine. Il faut regarder le symbole de la grue royale, qu'il y a le messager divin, l'oiseau qu'il y a comme harmonie dans l'emblème de l'Afrique, et notamment l'arc-en-ciel, qui est le serpent Mbumba, l'origine, le commencement même de la spiritualité, de la culture identitaire, je dirais, de l'Afrique. Donc, de par cette expression, nous comprenons par là la justice africaine. Je vous cite ce qu'on appelle, Kamacha Kamwa Mapinduza. La justice africaine en soi
n'est pas une justice où il y a des avocats qui défendent celui qui commet la faute. C'est une justice qui n'a pas pour vocation de séparer le membre d'une société ou d'une communauté. L'autre va en prison, l'autre fait... Mandela l'a fait avec la commission Réconciliation-Vérité. Le Rwanda s'est inspiré de ça. Le Rwanda l'a fait avec le génocide rwandais, où il fallait aller sur les Kachaka pour que tout le monde puisse confesser ce qu'il avait fait et essayer de construire l'harmonie entre tout le monde. Donc là, nous voyons des éléments véritables de l'identité culturelle africaine. Franchement, Léomba, c'était vraiment un président très... en fait, c'était vraiment quelqu'un qui avait des vraies valeurs, qui se battait, qui avait au moins le courage de se battre contre l'impérialisme. Lui, au moins, il pouvait dire non. Ma mentalité. Pour me changer, il faut changer ma mentalité. On a tous un angoya banyama, on a ntoko eba eloko osalate. Donc changer ma mentalité, surtout basi na biso. Surtout banzele donc bango ba hôtel misa biso pour Congo bongalovi. Biso mibali tokomi déjà perdu. Mais basi ba osala quelque chose. On a pembo ba ne changer. Donc changement de mentalité kaka. Hello monsieur Zate. Moi je pense qu'on n'a pas besoin de l'autre pour se sentir exister. Déjà là il y a déjà un mal-être, une psychose même déjà chez l'Africain déjà, qui cherche à tout prix un moyen de reconnaissance des Occidentaux ou autres. Parce que quand tu existes et que tu es toi-même, tu n'as pas besoin de l'autre pour te dire oui, toi tu existes. C'est un complexe qui est nourri depuis des centaines d'années. C'est même plus des décennies, là, c'est depuis des centaines d'années. Et c'est à peu près toutes les cultures qui y sont confrontées parce que la mondialisation, effectivement, le regard de l'autre, effectivement, le regard du conquérant, le regard du colonisateur, en fait, et qui fait que certaines règles, certaines pensées ont été instaurées et effectivement sont transmises de génération en génération. Ça fait des centaines d'années que ça fonctionne comme ça, il faut se battre contre. Il faut avoir l'image de ce que l'on est. L'image positive de soi déjà. Voilà, une image positive de ce que l'on est. Avant d'attendre de l'extérieur une reconnaissance telle qu'elle soit. Un peuple n'a pas plus de valeur qu'un autre. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Un peuple n'a pas plus de valeur qu'un autre. C'est ça la différence avec la culture africaine, je dirais, c'est le respect et de la différence de l'autre. Voilà, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans vouloir effectivement... Sans pour autant se renier soi-même. Parce qu'il y a... Alors,